Si on imagine le bâtiment du futur aujourd'hui, on peut l'imaginer avec toutes sortes de technologies, de domotique, d'automatisation à outrance. Mais finalement, la raison pour laquelle on construit des bâtiments n'est pas pour faire des économies d'énergie ou pour démontrer des technologies, c'est pour abriter des gens. C'est vraiment le cœur de métier, disons, de chercheurs dans l'environnement bâti, c'est de penser à l'occupant en tout premier lieu, puisque c'est pour lui qu'on utilise de l'énergie, c'est pour lui qu'on a des enveloppes, qu'on a une empreinte carbone, qu'on a un bâtiment, qu'on a un toit. Et donc, c'est très intéressant de le mettre vraiment au centre des réflexions et de voir comment cet environnement peut être le plus adapté possible pour son confort et pour son bien-être. Since the beginning of 2016, Freiburg's Blue Factory site hosts the Smart Living Lab, a research and development center devoted to the built environment of the future, whose own building will be constructed on the same site in 2020. This groundbreaking construction will be called the Smart Living Building and will be both a sustainable structure and an evolving building, consisting of laboratories and offices for some 100 researchers. It will also offer dwellings. In this multiple-use context, the building will become an experimental field of studies itself in order to find solutions to energy consumption and the greenhouse gas emissions that it generates. The Swiss Federal Council has affirmed their will to move on to a 2,000-watt society in 2150, with a 3,500-watt intermediary stage in 2050. To allow the Smart Living Building to reach this goal, an interdisciplinary research program has been set up, financed by the state of Freiburg. Under the supervision of the Building 2050 Research Group, some 30 researchers from EPFL, HEIFR, and Freiburg University are already pursuing a common goal: designing a model building for the future. By centering the research on the questions of energy and comfort, as well as architectural quality, researchers have identified 5 vital organs on which to work: the user, for whom the building is constructed; the building's envelope; local energy production or transformation; energy storage; connection with mobility. These vital organs are subject to 5 experiments. This experiment will allow measuring the comfort felt by users, experimenting different thermal inertia, lighting and ventilation scenarios. It allows, for instance, a better evaluation of bioclimatic strategies, such as implementation of rammed earth to increase the building's thermal inertia. The outcome sought here is to optimize the correlation between renewable energy availability and the building's energy demand by using the grid's energy at the moments when it's greener, producing renewable energy in situ, storing green energy to be able to use it when the grid is more CO2 charged, communicating with users in order to encourage them to plan their energy consumption at the hours of greatest availability of renewable energy. To reduce energy consumption and CO2 emissions, the aim is to obtain a stronger occupation density while satisfying the user's needs through partial desk sharing and by offering more common spaces. Through an increased intensity of use, the building's energy investment is thus more profitable. The research group has also settled a design assistance tool called ELSA. On the basis of an architectural intention, it enables the designers to manage a limited carbon and energy budget enforced for the building's construction. The tool uses a database of several thousands of conception alternatives with their respective performances, allowing an early integration of energy parameters in the design process. Throughout the project materialization decisions, the incompatible options are eliminated, guiding the designer through his successive choices. Interdisciplinarity and the experimental character of the project raise a parallel and reflexive approach.
finding a common language for the whole chain of actors, from the researcher to the project owner. Which process will allow innovation, quality, but also performance? What roles and responsibilities must each of the stakeholders fulfill? These and other questions are to be answered by this experiment. These research studies, fed by the results of 2 workshops in 2015 and 2016, gathering international professionals and experts from the construction sector, will define the brief for the Smart Living Building's future designers. The Smart Living Building, a construction integrated into the city and meant to be a part of society's evolution, will be a true excellence center, allowing to experiment a new lifestyle 30 years ahead of its time. Mais il y en a bien sûr d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'aimerais terminer cette présentation par aussi quelques aspects plutôt de recherche qui sont ce que donc mon groupe de recherche et moi investiguons ensemble sur les aspects de performance du bâtiment. Alors par exemple, si vous regardez ce panorama qui a été produit par le studio Olafur Eliasson, donc ça c'est pas par nous, mais que vous regardez bien l'image qui change, comme vous l'avez remarqué, de couleur, peut-être pas, que vous éprouvez une très légère différence dans la sensation thermique, c'est-à-dire peut-être que vous sentez très légèrement plus chaud ou plus froid selon la couleur de la lumière que vous voyez. C'est en tout cas pas impossible que ce soit le cas, ce qui nous amène à nous poser des questions sur la température perçue par rapport à la température réelle. Et donc si, en fait, les conditions lumineuses ont un impact sur la perception de la thermique, ça veut dire qu'il faudrait ajuster l'un ou l'autre. C'est-à-dire si quand on est ébloui, on est plus sensible à ce qu'il fasse trop chaud, on a plus vite trop chaud, eh bien, il faut tenir ça en compte lorsqu'on met nos thermostats. Si, lorsque la lumière est plus jaune ou plus rouge ou plus bleue, on a une tendance à avoir plus froid ou plus chaud, là aussi, on peut essayer de s'adapter. On ne sait pas encore s'il y a vraiment un effet, mais on fait des recherches justement pour répondre à ces questions. Alors, à partir du moment où on fait des recherches, on doit avoir des environnements extrêmement bien contrôlés. Donc, ce sont en général des chambres qui sont relativement ennuyeuses d'un point de vue architectural, mais qui permettent de varier certains paramètres en contrôlant les autres. Et donc là, on essaye de se poser ces questions d'interaction entre visuel et confort thermique. Un autre aspect qu'on essaye de voir, c'est quand on parle d'éblouissement, c'est bien, mais on considère, lorsqu'on se demande si on va être ébloui en travaillant à cette table de travail, qu'on ne fait que regarder son ordinateur. En fait, c'est faux. Il se fait que même quand on est censé travailler à l'ordinateur tout le temps, ce n'est pas que là qu'on regarde. On regarde dans beaucoup de directions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand on lit quelque chose sur l'écran, on regarde l'écran. Par contre, quand on pense, on va avoir une tendance à regarder ailleurs. Quand on répond, on regarde principalement l'écran, surtout quand on tape au clavier et qu'on ne connaît pas le clavier par cœur aussi. Par contre, quand on est au téléphone ou qu'on attend, on a une tendance à regarder un petit peu partout. Et cette distribution de points dépend en partie des conditions lumineuses dans l'espace. Un autre aspect sur lequel on travaille, ce sont des questions de santé. Alors, il y a quelque temps, au début des années 2000, les photobiologistes ont découvert que nous n'avions dans notre œil pas seulement des cônes et des bâtonnets qui nous servent à voir, mais aussi un autre photorécepteur qu'on appelle la mélanopsine, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, qui règle en fait notre horloge biologique. Elle se situe dans l'œil et elle est sensible à la lumière, mais elle n'a rien à voir avec la vision. C'est un système qui est très différent du système visuel. Il n'est pas du tout instantané, par exemple. Quand on voit, on regarde, tout de suite, on a la lumière, on a l'information. Avec le système qu'on appelle circadien, ce n'est pas du tout ça. C'est une accumulation sur le temps. Et donc, ce qu'on a pu voir hier, avant-hier, ce matin, va influencer comment on sera aujourd'hui, enfin, quelle sera notre santé aujourd'hui et à quel point on sera performant aujourd'hui. On a d'autres aspects aussi qui sont plutôt de perception, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut parler de à quel point un espace est stimulant visuellement.
On peut dire que l'Institut du monde arabe ou le Serpentine Pavilion de Toyo Ito sont peut-être plus stimulants visuellement que la Menil Collection de Renzo Piano, qui est donc un musée, ou que l'église, la First Unitarian Church ici. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou mieux ou moins bien. C'est simplement que ça sert des objectifs différents. Par contre, c'est difficile pour un architecte, enfin je crois en tout cas, que de prédire ce que va être l'atmosphère ou à quel point cet intérêt visuel va être fort sur le temps, en fonction de la météo, en fonction du temps qui passe, les années, l'année, les heures de la journée. Et donc, on fait d'autres recherches aussi sur l'influence, disons, de la composition de la lumière naturelle dans un espace, où, par exemple, pour exactement la même quantité de lumière, exactement la même quantité d'ouverture, avec les mêmes personnes, il y a très nettement, les gens vont trouver plus excitant, complexe, intéressant et plaisant dans un environnement qui est particulièrement ennuyeux, toujours, c'est toujours le même, c'est cette boîte à chaussures, ce pattern irrégulier. Donc, ils vont préférer, enfin, trouver plus intéressant, intriguant, d'avoir un peu de surprise, surtout pour un environnement, en l'occurrence, à vocation sociale. Donc, c'est intéressant de savoir ça pour pouvoir l'ajouter, disons, dans l'intention de l'architecte en termes de l'atmosphère qu'il va créer dans un espace.